Bienvenue dans House of Fabric, ce podcast animé par Alexandre Stevens et Enzo Rido est votre rendez-vous pour explorer Microsoft Fabric en toute simplicité. Avec un ton léger et accessible, ils partagent leurs idées, leurs astuces et leur passion pour la data, le tout sous le soleil du Sud. Que vous soyez expert ou juste curieux, cet espace est fait pour apprendre, échanger et avancer ensemble, sans prise de tête. Alors, mettez-vous à l'aise, on démarre l'épisode du jour. Ça y est, House of Fabric est de retour. Après quelques mois de pause, le temps de vivre pas mal de choses côté pro comme côté perso. On lance officiellement la saison 2. Alors je lance sans Alexandre cette fois-ci. Alexandre qui prend un petit peu de recul sur le podcast et qui reviendra dans les mois qui suivront. Et pour reprendre cet épisode, je le reprends pas seul. Et on reprend surtout sur un sujet qui fait beaucoup parler, qui intéresse beaucoup de monde. On attaque un sujet dans l'écosystème Fabric, évidemment, toujours. Et on va de Real-Time Intelligence et de sa signification technique et aussi conceptuelle qu'on a dans Fabric. C'est vrai, on parle beaucoup d'IA, de copilot, de dashboard, toujours plus interactif. Mais derrière tout ça, il y a une vraie question d'architecture. Comment exploiter les données au moment où elle est produite? Est-ce que le temps réel est devenu indispensable? Est-ce que c'est mature? Est-ce que ça change vraiment la valeur métier? Et pour en parler, je pense que je suis avec une des personnes qui est le mieux placée sur le sujet pour évoquer ces notions-là et qui, je pense, travaille quasiment au quotidien dessus. Il est architecte data, spécialiste Fabric et Azure. J'évoque évidemment Mikaï qui va se présenter par la suite. Donc déjà, Mikaï, merci beaucoup d'être là, d'être à mes côtés pour lancer cette nouvelle saison avec nous. Et merci d'avoir répondu présent. Et écoute, je te laisse la parole et te présenter pour nos éditeurs. Bonjour Enzo, tout d'abord merci pour l'invitation, je suis très content d'être ici. Petite note perso, je suis un consommateur du podcast quasiment depuis le début. Je me rappelle du tout premier épisode avec Charles-Henri et deux, trois autres personnes dont j'ai oublié le prénom. Ah, il y avait Marie Aubert aussi. Ouais, exactement. Et Thomas, ouais. Donc content d'être aussi le premier de cette nouvelle année 2026 et peut-être qu'on peut en profiter pour souhaiter une très bonne année 2026, même si on est au mois de février et qu'on est un petit peu en retard, mais bon, ouais. Je considère que tant qu'on n'a pas dépassé mars, on peut toujours souhaiter une bonne année. Écoute, tant qu'on départ 2027, on peut toujours souhaiter une bonne année 2026. Hein, c'est vrai, et bonne année 2023 aussi tant qu'on y est. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc pour ma part, comme tu l'as dit, je m'appelle Michael Altunas, je suis ingénieur data spécialisé sur les solutions data cloud de Microsoft. Donc principalement Azure et Fabric. Ça fait un bon moment maintenant que je travaille sur Fabric, quasiment depuis que ça a été annoncé en mai 2023. Avant cela, je travaillais sur la stack Azure classique avec tout ce qui est Azure Data Factory, Azure Databricks, un petit peu de Synapse. Et voilà, aussi loin que je me souvienne, j'ai quasiment fait toute ma carrière dans le cloud. Et j'en suis très content. Bon, super. Tu as survécu au monde de Synapse et justement, la question que je vais te poser, elle va être assez facile pour toi, mais à quel moment, en fait, au final, Fabric est entré dans ton parcours? Parce que c'est un peu moi la question que je me pose souvent, c'est on voit des experts Synapse, des experts autour de Azure, de la data chez Microsoft, qui ont tous fait le switch sur Fabric assez rapidement. C'est ça. Et toi, justement, comment c'est entré dans ton parcours professionnel, cet outil? Ça s'est fait un peu naturellement quand on est déjà très impliqué dans l'écosystème Microsoft avec Synapse, comme tu l'as mentionné, mais également Azure Data Factory et même Databricks quelque part. La transition s'est faite assez naturellement. Microsoft a fait un grand travail pour pousser les gens à migrer sur Fabric. Et donc, pour ma part, la transition s'est faite très naturellement. Et puis, quand la solution a été annoncée, j'ai vite senti qu'il y avait vraiment quelque chose de très intéressant à faire. Le fait de proposer une plateforme SaaS qui regroupe la grande majorité des besoins technologiques qu'une entreprise peut avoir pour traiter sa data, j'ai tout de suite vu que ça pouvait être une solution très très intéressante. Et puis c'était un peu la tendance en fait qui poussait à ce genre de solution. Quand Fabric est sorti, il y avait également Databricks et Snowflake qui étaient déjà très implémentés et qui sur certaines composantes de Fabric s'alignaient un peu avec ce que Fabric proposait. Et je me suis dit que Microsoft, pour le coup, là, a vraiment a poussé sa plateforme idéale pour, encore une fois, couvrir tous les besoins dont on peut avoir besoin.
au sein Et d'une parce que entreprise. tu parlais que tu faisais du Synapse, etc., mais tu faisais aussi du Power BI, je présume, Tout avant à tout fait. ça. Voilà. Donc c'est vrai que toi, en termes de compétences, tu es arrivé sur une plateforme certes nouvelle, mais technologiquement parlant, tu étais aussi à l'aise avec les artefacts ou les différents workloads parce que c'est des choses qu'on a aussi un peu rebrandées et restructurées sous le nom de Fabrique, effectivement. Exactement. Et puis tu as parlé de Power BI. C'est une nouvelle pour personne. Fabric repart de la même interface que Power BI. Donc Mhm. si on avait l'habitude d'utiliser Power BI Services, bien sûr, je parle, Fabric est très vite apparu sur la même interface. Donc vraiment, pour ma part, la transition a été faite de manière très très naturelle et j'en suis vraiment content. Bon, trop bien, trop bien. Et c'est vrai que c'est aussi très souvent le cas pour beaucoup de personnes comme toi, voilà, qui viennent de ce monde-là et qui ont fait ce switch assez naturellement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet sur la partie real time, parce que je pense que les gens nous écoutent pour ça aussi, tu es très actif sur la communauté, hein, tu le sais, moi je te suis. Et d'ailleurs, Je te on suis fait un aussi. live, on fait un live très, très rapidement dans un peu plus d'un mois sur la DP700, donc la certification Fabric Data Engineer. Mais voilà, c'est quoi un peu toi ton actualité aujourd'hui? Alors pourquoi c'est important pour toi la communauté? Voilà, moi j'aimerais bien avoir ta Ouais. vision aussi parce que j'ai fait venir beaucoup de monde de la communauté sur mon podcast et tu fais partie, je pense, comme moi. J'estime on est les nouveaux un peu influenceurs de la partie communautaire autour de Microsoft. Et toi aujourd'hui, ben voilà, c'est quoi ton actualité? C'est quoi qui te fait vibrer autour de tout ça? Alors, paradoxalement, le fait de pouvoir partager, de contribuer au sein de la communauté, je le fais avant tout pour moi. En fait, je pense qu'une Mhm. des meilleures façons d'apprendre et de devenir meilleur de manière générale dans ce que l'on fait, c'est de partager ce que l'on apprend et de l'enseigner peut-être d'une certaine manière. Mhm. En général, si on arrive à expliquer, décrire un concept, c'est que l'on l'a bien compris. Et c'est une des raisons qui me pousse à du coup partager les différentes choses que j'ai pu apprendre sur Fabric ou même sur la stack Azure de manière générale. Mhm. Et ça me permet aussi du coup d'échanger avec d'autres professionnels du milieu, comme toi, pour échanger, donner notre avis sur des nouveautés, etc. Et c'est un exercice que je recommanderais vraiment à tous, aussi bien pour soi que pour la communauté. Il y a vraiment tout le monde qui apprend et tout le monde qui y gagne. Mhm. Ok, ouais, je suis carrément en phase et moi, tu vois, ce qui m'animait, c'était vraiment cette partie-là de... En fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance, je pense, dans ma vie professionnelle, c'est que j'ai toujours été accompagné et mentoré par des gens très inspirants. Et sans vouloir être quelqu'un d'inspirant, en tout cas, j'ai voulu aussi rendre un peu la monnaie de la pièce qu'on m'avait donnée, tu vois, Ouais, pendant toutes ces années, de se dire, bah, en fait, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à grandir, c'est comme ça que j'ai réussi à faire ma place dans ce monde-là. Et si je peux aider à mon petit niveau d'autres personnes à être inspirées, typiquement, ou alors du moins développer d'autres compétences ou aller plus loin, ben, j'aurais tout gagné. Donc voilà, c'était pour c'est moi ça. un retour aux choses. Et en effet aussi, on le fait pour soi aussi avant tout, hein. C'est aussi un moyen, comme tu dis, de rencontrer d'autres personnes, d'élargir son réseau et de se mettre en avant aussi malgré tout un peu côté business. Donc, Et d'apprendre surtout, parce que ouais, vraiment le complètement. simple fait de partager nos recherches, etc., ça nous permet de synthétiser l'information, de mieux la Mm. comprendre. Moi, je me rappelle pour l'anecdote que même quand j'étais au collège ou au lycée, j'avais des profs qui me disaient souvent que pour savoir si on a bien appris une nouvelle leçon, c'était de chercher à l'expliquer, par exemple, à ses parents ou à Mm, son petit frère ou à sa petite sœur. Et vraiment, c'est un exercice top pour savoir si on maîtrise bien une nouvelle notion, etc. mm, mm. Et moi, c'est vraiment surtout ça qui m'intéressait au départ. Et encore Complètement. une fois, c'est vraiment un exercice que je recommande à tous. Et surtout en data, à l'heure où on adore utiliser des shiny words, des Exactement. buzzwords, des mots qui en ont plus finir, on appelle des mêmes choses qu'on sait il y a 10 ans avec un autre nom qui est un peu plus sexy pour 2026, Tout à fait. d'arriver à vulgariser et faire beaucoup d'analogies avec des termes compliqués qui ne le sont Ouais, pas, au fond, c'est tout un art, je dirais presque. Et exactement. justement, c'est pour ça qu'on t'a aujourd'hui sur l'épisode, Mikaï, hein, c'est que tu fais partie des gens, moi je trouve, qui sont très inspirants sur ça, ta capacité à rendre l'information accessible. On va parler du real time parce que tu le sais aussi bien que moi. Quand on parle de real time, donc la traduction littérale en français, c'est temps réel. Je pense que comme moi, tu l'as toujours eu sur des projets même Power BI. Tout On à te fait. demande, ah mais moi je veux un dashboard temps réel. Je veux ma donnée à un instant T, la comprendre tout de suite, la restituer tout de suite. Et Avec à la bonne évidemment, époque des streaming datasets. voilà, exactement. Ou même des personnes qui veulent faire juste du direct query sur le RP en Ouais, prod, tu vois, pour récupérer la donnée. Et voilà, on a tous eu ces débats, on a tous eu ces projets. Et aujourd'hui, on le rend beaucoup plus accessible parce que technologiquement parlant, au préalable, c'était quelque chose de compliqué de faire du temps réel, technologiquement parlant. Vraiment, j'évoque cette notion-là. Et aujourd'hui, on a un module dans Fabric, une expérience
qu'on appelle le Real-Time Intelligence et qu'on va un peu décortiquer ensemble, Mikaï. Et aujourd'hui, la première question, quand on parle de Real-Time Intelligence dans Microsoft Fabric, on parle de quoi concrètement? Et surtout, si tu veux l'expliquer simplement à quelqu'un qui vient de Power BI ou même, comme tu disais, l'expliquer à sa sœur, à sa mère, comment tu expliquerais ce qu'est le Real-Time Intelligence dans Fabric? Bien sûr. Et peut-être même, avant d'expliquer ce qu'est le real-time intelligence dans Fabric, on peut expliquer ce qu'est le real-time tout court. En fait, le real-time, c'est tout simplement la mise en place d'un système de traitement de données en temps réel. C'est-à-dire que dès lors que la donnée elle est ingérée, enfin elle est générée par un système source, on la récupère en temps réel, en quelques microsecondes, pour l'ingérer, la traiter éventuellement s'il faut corriger des données, etc., et l'exposer dans un rapport Power BI typiquement. En fait, traditionnellement, en data engineering, peut-être 80% des projets que l'on met en place sont des projets plutôt orientés batch processing. C'est l'opposé du real-time, c'est-à-dire que plutôt que d'ingérer les données en temps réel, eh bien, on la gère, on la traite, etc., à une fréquence définie, par exemple toutes les heures ou une fois par jour. Là où, dans le real-time, ben, on le récupère à la seconde où elle est générée par le système source. Et du coup, on la traite et on l'expose dans un rapport Power BI, par exemple, parce qu'il Mhm. y a des besoins, bah, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, où c'est crucial pour une entreprise ou pour une organisation d'avoir sa donnée qui est ingérée, traitée et exposée en temps réel. Mhm. Oui, puis selon aussi le profil que tu as en face, hein, moi, l'analogie que je fais très souvent, c'est de se dire sur un client qui est dans le monde du retail, par exemple, qui a une grande marque de vêtements, ben, tu as les personnes qui sont dans l'entrepôt, dans le dépôt, qui doivent suivre en temps réel les commandes qui arrivent sur les systèmes, suivre l'état des commandes, etc., suivre l'état d'avancement, est-ce qu'il y a des pièces manquantes, le CH généré, etc. Très souvent, les outils sources, hein, proposent des solutions pour suivre ça, parfois non. Et dans ce parfois, c'est là où Power BI peut intervenir et dire, ben moi, je récupère votre information de savoir le nombre de commandes que vous avez, le nombre d'articles que vous avez bipés en temps réel, l'état de préparation de la commande. Et tout ça, c'est de l'information qu'on doit avoir, comme tu disais, Mikaï, à la seconde près. C'est-à-dire que mon préparateur de commande dans mon dépôt prend, scanne un article, le sort du stock, le met dans un carton, le prépare, le valide. Il faut que je puisse suivre tout ça en temps réel. À la différence du directeur logistique qui est à un niveau plus haut, lui va suivre de manière plus journalière l'information. Et ces deux données qui proviennent, c'est de la donnée qui provient du même endroit, mais qui a pour des objectifs différents. Une pour suivre en temps réel la préparation des commandes et l'autre pour suivre de manière plus macro l'information. Donc voilà. Tout à fait. Et là, si on fait pareil du coup avec Fabric, si on se recentre sur Fabric, Mikaël, merci beaucoup pour la petite précision. En fait, c'est quoi le real-time dans Fabric? Qu'est-ce qu'on a à disposition dans Fabric pour faire justement ce type de projet-là? Alors, Fabric propose tout un panel d'outils qui s'enchaînent naturellement pour mettre en place un système de traitement de données en temps réel. On peut tout couvrir, c'est-à-dire l'ingestion de données en temps réel, le stockage, le requêtage, la visualisation, l'alerting, plein d'autres éléments plein d'autres tâches que l'on fait couramment en data engineering. Et d'ailleurs, bah, traditionnellement, avant l'arrivée de Fabric, on avait souvent un outil dédié pour chacun de ces éléments, donc un outil pour l'ingestion, un outil pour le stockage, etc. Et bah, du coup, c'est un autre élément qui est très très pratique avec Fabric et sa composante Real-Time Intelligence, c'est que tous ces éléments sont regroupés au même endroit et on peut les utiliser sans avoir besoin de payer 15 outils différents. C'est ce qui se faisait habituellement avant l'arrivée de Fabric. Et c'était Mhm. aussi très très complexe pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui ont fait peut-être du Kafka avec des systèmes comme Confluent, Exactement. etc. C'était assez compliqué à mettre en place. On est beaucoup à y avoir perdu sa santé mentale. Bon, j'exagère. Mhm. Et l'idée avec Fabric, c'est également Son de intégrité simplifier ça. physique presque. Ouais, c'est ça. Moi, je vais bien, Ouais. mais ça va. J'en ai pas trop fait, donc je vais bien aussi. Ça va. Fabric m'a sauvé. Et bah, du coup, l'idée avec Fabric, c'est de pouvoir mettre en place tout ça naturellement, de manière simplifiée. Bah, on peut en parler, hein, si tu veux, Enzo, bah, des différents items qu'on a dans Fabric pour Ouais, mettre en place tout complètement. ce genre de Et système. en effet, moi, je vais rester juste sur un petit point. Tu l'as évoqué, quand on voulait faire du real time avant, vraiment du vrai temps réel, du streaming de données, moi, ce que j'appelle. Moi, j'avais parlé de Spotify de la data. Euh, C'était technologiquement parlant une usine à gaz à mettre en place. Exactement. En termes de provisionnement de machines virtuelles, de logiciels qu'il fallait utiliser, comme tu dis, avec du Kafka, mais il y a plein de solutions annexes qu'il fallait aussi installer pour que les solutions marchent entre elles, etc. Et c'était quelque chose qui était loin d'être facile, avant même de passer dans le projet concrètement. Rien que la mise en place technologique, d'aller voir votre archi, de système, tu dis, ben voilà, il faut que j'installe Kafka, le ci, le là, mets-moi mes connexions entre elles, c'était un bordel sans nom.
Et là, comme tu dis justement, Mikaï, on arrive sur une plateforme SaaS où il y a déjà tout installé, tout à disposition. Et c'est là où on peut évoquer dans ce tout à disposition, qu'est-ce qu'on a concrètement dans l'expérience real-time. Exactement. Et tu disais juste, je rebondis là-dessus, tu disais que c'était compliqué à mettre en place. C'était encore plus compliqué à maintenir parce que du coup, on avait la donnée qui arrivait en temps Ah, réel, quoi. On tellement. était obligé d'arrêter tous les systèmes. C'est pas comme en batch processing où si on a par exemple un traitement toutes les heures, bon, on peut peut-être le retarder ou le mettre en pause temporairement. Avec le streaming, c'était beaucoup plus compliqué. Pareil pour redémarrer, c'était pas très très évident. Et comme tu l'as dit, avec Fabric, c'est beaucoup plus simplifié. On a tout au même endroit et on y perd moins sa santé mentale, comme je viens de le dire. Et Ouais. du coup, pour parler des différents items qu'on a pour mettre en place ce genre de système de traitement de données en temps réel, tout d'abord pour l'ingestion, on a ce qu'on appelle les event streams. Donc pour faire simple, pour simplifier pour nos auditeurs, on peut les voir comme des pipelines, mais pour ingérer des données en temps réel. Mhm. Il y a un très gros avantage avec ces event streams, c'est qu'il y a pas mal de connecteurs pour se connecter à diverses sources de données real-time. Il y a par exemple toutes les sources Azure avec Azure Event Hubs, IoT Hub, Mhm. Service Hub. Il y a même des sources Kafka Confluent que je viens de mentionner et même plein Tout à d'autres, fait. des sources de données AWS, etc. D'ailleurs, si jamais vous faites un tour sur l'interface Fabric, normalement vous avez un onglet Real-Time dans la barre de navigation à gauche qui liste toutes les sources de données disponibles. Vous pouvez aller y faire un tour, vous verrez, il y en a peut-être une trentaine et il y a de nouvelles sources qui apparaissent presque tous les mois. Et donc voilà, on utilise les event streams pour se connecter à des sources de données en temps réel et les ingérer dans Fabric. Donc ça, c'était pour la partie ingestion. En général, la première phase dans un projet de traitement de données en temps réel. Ensuite, on a le stockage. Où est-ce qu'on peut stocker ces données? Eh bien, on peut les stocker presque dans toutes les composantes Fabric. On peut les stocker dans des lakehouses, on peut les stocker dans des Mhm. warehouses. Mais la composante idéale pour stocker les données en temps réel, c'est plutôt les event houses qui sont composées à l'intérieur de bases de données virtuelles. Donc en fait, pour faire simple, c'est un stockage qui est optimisé pour les scénarios en real time. On peut interroger les données rapidement, c'est adapté au monitoring en temps réel et même à l'exploration live. Donc voilà, c'est vraiment la source de données optimisée pour les données en temps réel. D'ailleurs, pour l'information, ça existait déjà avant l'arrivée de Fabric côté Oui. Azure, sur Azure Data Explorer, pour ceux qui ont Mhm. déjà travaillé un peu là-dessus. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà fait du Azure Data Explorer, on a toutes les composantes de cette solution qui sont intégrées dans Fabric et en version améliorée avec beaucoup plus d'outils. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Donc ça, c'était pour la partie stockage. Donc ingestion, on passe par les event streams. Stockage, on passe généralement par les event house, mais on peut aussi choisir un lakehouse, il n'y a pas de problème, mais disons que c'est Mhm. plus optimisé les event house. Ouais. Ensuite, on a même la partie visualisation avec Oui. les real-time dashboards. Mhm. C'est un outil qui n'est pas très utilisé en ce moment de mon expérience, mais qui est vraiment intéressant. En fait, ça permet de créer des dashboards simplement qui sont dédiés à la visualisation en temps réel. C'est très adapté pour, disons, le monitoring opérationnel, le suivi Ouais, c'est live. en usine aussi, par exemple, pour suivre les machines en usine, comment elles vont, etc., ce qui se passe. Ouais, C'est très, très opérationnel pour le coup, comme tu dis. Plus qu'analytique, hein. Mm. exactement. On peut aussi se servir de Power BI, parce que je pense qu'on aura la question, mais disons que c'est moins optimisé pour du pure live. Ça reste Mm. possible, hein, je ne dis pas le contraire, je l'ai Bien déjà sûr. fait d'ailleurs sur certains projets. Et Ouais, d'ailleurs, puis, excuse-moi, je te ouais, coupe, hein, bien mais sûr, faut que les gens gardent en tête aussi que c'est pas parce qu'on parle de real time que la donnée, la notion de donnée est différente. La donnée reste la même. La data exactement. vient de votre ERP, de votre CRM, d'un outil de supervision, peu importe, ça reste de la donnée. Et comme tu l'as très bien dit, on a des outils pour récupérer cette data, des outils pour stocker cette data et aussi des outils pour la restituer. C'est C'est ça. pareil, hein, que ça soit qu'on fasse du real-time, du batch, peu importe, ça reste de la donnée. La donnée, c'est la même. Après, le format peut être différent, etc. Mais au final, on fait de l'analytique. Exactement. Hmm. Et d'ailleurs, je disais qu'on peut utiliser aussi Power BI. Je me demande si du coup, avec les real-time dashboards, ça a vérifié, mais je crois qu'on n'a même pas besoin de licence Power BI. Donc ça peut être intéressant de s'en servir si jamais vous souhaitez vraiment vous concentrer simplement sur du monitoring opérationnel. Ça a vérifié, je suis pas sûr, mais il me semble qu'on n'a même Ouais, pas besoin de licence à Power confirmer. BI. Je te dirais que oui aussi, mais à confirmer, tout à fait. À confirmer. Hmm. Ensuite, là, du coup, c'était vraiment pour la partie classique, comme tu l'as dit, ingestion, stockage, visualisation. Mais la composante Real-Time Intelligence va même plus loin que ça et offre des outils qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'utiliser avant. C'est par exemple les activateurs. Moi, je pense à ça. C'est un des premiers trucs qui m'a Complètement. intéressé, moi, quand je me suis intéressé à la composante Real-Time Intelligence. En fait, les activateurs, ça permet, pour faire simple, de déclencher généralement des alertes quand il y a des seuils de données qui sont franchis, par exemple. Je donne un exemple classique. Si vous avez une colonne numérique, par exemple, qui ne doit pas dépasser la valeur 80,
Et bien, dès que cette valeur 80 arrive, bon, on peut envoyer une alerte automatique via Teams par exemple ou Outlook. Et on peut même aller plus loin. On peut faire en sorte d'aller déclencher des autres items fabriques quand ce seuil est franchi. Par exemple, aller exécuter un notebook, aller lancer une pipeline, corriger une donnée, etc. Donc, on peut enfin, créer des actions en fait dès lors qu'il y a un seuil qui est franchi, une condition qui est validée, on va dire. Complètement. Et d'ailleurs, ça fait penser aussi un peu à ce qu'on a avec le Fabric Control Tower qui permet de suivre en temps réel les coûts qu'on a sur notre capacité fabrique, qui s'appuie énormément sur du Real-Time Intelligence pour suivre en temps réel ce qui se passe sur la consommation de votre compute fabrique et qui, à un moment donné, peut aussi activer et déclencher une information ou une alerte via Teams, Outlook, etc., en fonction de conditions. Et c'est là qui est très fort aussi, c'est que au-delà du fait que Fabric, je répète ce qu'il y a déjà Mikaï, mais Fabric, vous achetez une licence, vous avez tout à disposition, pas d'installation, quoi que ce soit. Derrière, vous avez plein d'outils pour traiter, stocker la donnée. Et en plus, vous pouvez activer des actions automatiquement sans code, sans rien, sur la Exactement. base de Office 365, parce que c'est interconnecté avec Office 365. Et ça aussi, vous n'avez pas à connecter votre environnement avec Outlook, Teams ou je ne sais quoi. C'est fait nativement. Et ça, c'est un vrai accélérateur sur la mise à disposition de projets vraiment real-time. Tout à fait. Et d'ailleurs, juste sur la partie activateur, moi, avant l'arrivée de Fabric, je ne connaissais même pas d'alternative sur d'autres stacks technologiques pour cette partie alerte, mise en place d'actions automatiques, Peut-être etc. Power Automate, mais avec du bricolage. C'est Avec du ça. bricolage, voilà. Avec du vrai bricolage et d'une maintenance compliquée. Parce que quand je parle de projet real-time avec les différents clients que j'accompagne, souvent ils sont assez sublimés, on va dire, par cette partie activateur parce que c'était pas forcément quelque chose qu'ils connaissaient, qu'ils pensaient possible, on va dire, technologiquement parlant. Et c'est pour ça que je le mentionne. Et c'est vraiment très, très intéressant pour pouvoir réagir rapidement, en fait, dès qu'il y a un seuil qui est franchi, pour lancer une pipeline, un notebook automatiquement sur certaines conditions. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Complètement. Complètement. Bah, écoute, super clair. Je sais pas si tu as fini ton explication, Mikaï, sur ce sujet-là. Oui, Ouais, juste pour dire que, juste, je termine là-dessus, vas-y. Microsoft enfin, publie également d'autres petites fonctionnalités liées au real-time. Vous pouvez le voir dans la composante Real-Time Intelligence. Il y a d'autres outils qui sont un peu plus de niche, qui sont actuellement en preview. Et n'hésitez pas à n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. C'est une des composantes, je trouve, dans Fabric qui évolue le plus. Et c'est vraiment super intéressant à monitorer. Yes, et ben bon après voilà, c'est vrai que je l'ai pas reprécisé, mais moi j'ai eu des changements dans ma vie pro, donc j'ai rejoint Microsoft en direct et j'aurai toujours cette impartialité et je dirai toujours mon avis honnête et sincère sur la plateforme. Mais en tout cas sur le marché aujourd'hui, on a un vrai vrai différenciant avec les real time justement. On a des clients qui Tout à aujourd'hui fait. arrivent à prendre des capacités dédiées fabrique pour faire du real time et sur le marché sur une plateforme qui est aussi performante en termes de coûts, de costing et de fonctionnalités, on ne fait pas mieux, clairement. Pour le moment, hein, voilà, donc c'est valable aujourd'hui le 17 février 2026. Est-ce que ça le sera encore dans un an, 2 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, en termes de palette d'outils, on ne fait pas mieux, aussi accessible. Donc, Je confirme. Et je ne travaille pas chez Microsoft, donc je suis impartial. et je ne suis pas payé pour ce podcast. Et avant d'aller plus loin, parce qu'on fait très souvent l'amalgame entre le near real time et le temps réel, le vrai. Et comment tu pourrais un peu expliquer cette différence-là? Tu as commencé un peu à l'évoquer, mais c'est quoi la différence entre le near real time et le temps réel sur un contexte projet ou comment toi tu l'expliquerais ça justement? Alors, c'est une très très bonne question et je dirais même que dès lors que vous avez un client ou une entreprise qui vous demande de faire du temps réel, demandez toujours est-ce que un rafraîchissement toutes les heures suffit? Par exemple, moi la plupart du temps on me dit oui, c'est bon, un rafraîchissement toutes les heures ça suffit ou même toutes les 30 minutes. Et ben dans ce cas-là, en fait, vous n'avez pas besoin de temps réel, Mhm. juste du near real time, c'est suffisant. Et du coup, vous l'aurez compris, le near real time, c'est un rafraîchissement enfin, c'est un rafraîchissement des données qui se rapproche du temps réel, mais qui reste dans la technologie batch, où en fait, au lieu de rafraîchir les données à la seconde comme on le fait avec du temps réel, on peut essayer de le faire toutes les 30 minutes, toutes les heures. Et cette Mhm. fois-ci, ça reste sur du batch, donc c'est ce qu'on fait traditionnellement. Ce sera un peu du batch accéléré où voilà, faudra que les pipelines soient un peu plus actives, on va dire. Mais ça reste du coup l'architecture un peu traditionnelle et les données sont rafraîchies par exemple toutes les 30 minutes. Très souvent, moi ça m'arrive que les entreprises à qui je parle de real time, bah, ça leur suffit en fait du temps réel, Mhm. du near real time, pardon.
Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien faire la distinction entre les deux. Le vrai real-time, il faut savoir que peut-être qu'on aura l'occasion de parler un peu de consommation, etc. Mais le vrai real-time, généralement, c'est un petit peu plus complexe à mettre en place que le batch processing. Mhm. Ça implique évidemment un peu plus de contraintes. Et du coup, c'est pour ça que je recommande à tous les éditeurs de toujours bien clarifier ça avec votre entreprise, vos clients. Est-ce que le near real-time, c'est suffisant? Parce que du coup, c'est plus simple à mettre en place, plus simple à monitorer. Quand bien même s'il faut du vrai temps réel avec les outils dans Fabric, c'est également beaucoup plus simple à mettre en place, mais toujours Mhm. bien clarifier cette notion parce que ça arrive que les entreprises ou les clients ne savent pas vraiment la différence entre les deux, le real-time et le near real-time. Mais en termes d'architecture, ça implique, enfin, ça a d'énormes différences, quoi. Complètement. Complètement. Mm. Et oui, puis après, comme tu le dis, hein, même si dans Fabric, peu importe le niveau de licence que vous achetez, vous avez accès à l'ensemble des outils real-time que propose la plateforme, malgré tout, factuellement, ces outils-là consomment plus qu'un simple batch processing, par exemple, parce que c'est quelque chose qui tourne en permanence. Vu qu'on est en temps réel, Exactement. ben, on doit écouter en permanence ce qui se passe sur vos données. Donc forcément, c'est plus coûteux. Donc ça ne veut pas dire que c'est accessible, que c'est forcément nécessaire. Parce que ça, c'est une Exactement. question d'optimisation, de qu'est-ce qu'on veut faire réellement, concrètement. Et puis même pour aller au-delà de ça, quand on va scaler, qu'on va faire encore plus de projets, s'il n'y a pas d'intérêt à faire du real time, quand vous allez devoir augmenter plus de sources de données, etc., ben vous allez du coup devoir faire de la contrainte technique de maintenance, etc., que vous n'aurez peut-être pas eu si vous avez fait du batch processing plus classique ou du real time plus classique. Exactement. On part sur du real time que si travaille sur un cas où la latence doit être la plus minimale possible, donc de l'ordre de la seconde, etc. Si Mhm. une latence de une demi-heure, une heure est acceptable, faites du near real time, donc du batch processing classique, Complètement. et La ce sera BI, la beaucoup data plus simple. classique qu'on a toujours fait, en fait. Exactement. Tout simplement. Je vois que l'heure tourne, Mika, et ça, nos discussions sont toujours intéressantes. Et moi, je voulais qu'on puisse bien expliquer. Donc, vous avez bien compris, dans Fabric, vous avez cette expérience-là real-time qui contient plein de fonctionnalités. Et si tu veux un peu, si tu devais un peu expliquer justement, Mika, si on fait un deep dive sur le rôle de l'event stream, le rôle du KQL database, le rôle du activator, comment tu pourrais un peu, voilà, si on prend rapidement chaque artefact qu'on a dans le real-time, comment tu les décrirais pour que tout le monde puisse bien comprendre ce qu'on a à disposition. Bien sûr, bah du coup, pour l'ingestion, on l'a dit, on a du coup tout ce qui est event stream pour ingérer les données en temps réel. Pour le stockage, on sera, comme je l'ai expliqué, sur des event houses qui sont composés à l'intérieur de bases de données textuelles. On pourra aussi utiliser les lakehouses et les warehouses, mais Mhm. disons que c'est beaucoup plus optimisé pour le temps réel. Et bah, les real-time dashboards pour pouvoir visualiser les données en temps réel, créer des dashboards de monitoring live opérationnel, même si encore une fois on peut rester sur les rapports Power BI, mais disons que c'est moins optimisé Mhm. que les real-time dashboards. Les activateurs pour mettre en place des alertes et réagir rapidement. Et voilà, c'est vraiment les outils qu'on retrouve dans toutes les architectures real-time dans Fabric. Yes. Ok, trop intéressant, trop intéressant. Et bah, écoute, en fait, j'ai des questions sur est-ce que ça change vraiment la valeur métier, mais on l'a au final, Oui, clairement, parce que en fait, ça va vraiment dépendre. Et encore une fois, c'est pas des vérités absolues, c'est ce qu'on veut aussi sur le podcast, hein. C'est pas vous dire allez faire du real time absolument, allez tester la solution. C'est que déjà que vous sachiez que ça existe, que c'est accessible, compris dans vos licences, et que parfois c'est pas la réponse absolue à tout. Mais par contre, que si vous en avez besoin, elle est disponible et elle existe, elle fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à la tester et la valeur métier, elle est évidente. Je pense que Michael a très bien expliqué. Vous la voyez, vous la voyez assez naturellement et nativement. Donc cette question, je ne vais pas te la poser, Michael, parce que tu as largement répondu. Moi, ce que je voudrais plutôt te poser comme question, ce sera l'une des dernières. C'est quoi un peu les pièges ou les erreurs d'architecture que tu vois souvent sur ces sujets et qu'on pourrait peut-être éviter, ou alors se poser les bonnes questions pour les éviter? je pense que l'erreur que moi je vois le plus, c'est l'absence de monitoring quand on travaille sur des sujets real-time. Et j'ai envie de dire, même sur des projets non real-time, hein, il faut toujours monitorer, mais Mhm, particulièrement sur real-time, c'est encore plus crucial. mhm, Parce que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, le temps réel, ça consomme généralement plus que le batch processing classique. Et c'est logique parce que, bah, comme tu l'as dit, il y a une ingestion qui est continue, et des traitements qui sont fréquents, une exposition à la seconde. Et du mhm. coup, le monitoring, c'est indispensable pour voir si sa capacité fabrique arrive à tenir le coup. Évidemment, la consommation dépendra toujours de vos besoins spécifiques, hein, de votre volume de données ingérées, de la complexité de votre traitement, etc.
Mais ma recommandation, enfin l'erreur que je vois le plus souvent, c'est du coup de ne pas monitorer cette consommation de la capacité fabrique avec par exemple le Fabric Capacity Apps Metrics. Mhm. Euh, donc voilà, toujours monitorer et peut-être même pourquoi pas envisager une capacité fabrique dédiée, hein. C'est une question que je me pose parfois pour isoler vraiment les traitements en temps réel avec le reste. Mhm. Donc voilà. Et aussi, la deuxième erreur que je vois le plus, bon, on l'a plus ou moins dit, c'est faire du real-time quand du nez real-time est suffisant en réalité. Complètement. Complètement en Je, je- phase. je peux donner peut-être deux, trois cas que j'avais notés de mon Oui. expérience où le temps réel peut vraiment changer la valeur métier, Mhm. de certains domaines plus précisément. Le real-time, par exemple, dans le domaine de la finance, ils sont Oui. extrêmement friands de ça. Ils ont besoin de monitorer en temps réel des cours boursiers, etc. Et du coup, pour ce genre d'entreprise, c'est crucial en fait d'avoir la donnée qui est rafraîchie le plus vite possible, hein. Par exemple, ne peuvent pas se permettre un rafraîchissement toutes les 30 minutes. Ils ne peuvent pas se permettre le nez real-time. C'est une industrie que je connais et qui est très très friande de ce genre de système. Pareil, il y a la cybersécurité. Pour eux, pareil, ils ont besoin de monitorer le réseau en temps réel. S'ils apprennent une heure après qu'il y a un hacker qui s'est introduit dans le système, un peu dommage, quoi. L'industrie, pareil. Moi, d'ailleurs, pour l'anecdote personnelle, ma toute première expérience professionnelle, mon tout premier projet data, c'était un projet de real-time dans le domaine Ah industriel. oui, bien. C'était un projet de maintenance prédictive. Alors, il n'y avait pas Fabric à cette époque-là, Mhm. malheureusement. J'aurais aimé qu'il y ait Fabric, ça m'aurait Ça aurait été simplifié plus la simple tâche. techniquement. Ouais. Mais voilà, enfin, dans Mhm. l'industrie, je sais qu'il y a des capteurs qui sont installés sur des machines, par exemple, et qui envoient des données en temps réel. Tu vois, si on a une machine on doit monitorer la température et il faut surtout pas que ça dépasse, je dis n'importe quoi, 100 degrés. Et bah, on peut, si j'avais eu Fabric à ce moment-là, j'aurais pu facilement créer mon event stream pour récupérer les données, créer mes activateurs si jamais la température de la machine dépasse 100 degrés pour pouvoir réagir Mhm. rapidement. Et voilà, c'est quelques exemples où le real-time intelligence dans Fabric peut vraiment changer la donne. Mhm. Et Ouais, ce j'avais un sont de bons exemple aussi exemples. dans le monde de l'industrie, peut-être qui se reconnaîtront, hein, mais le real-time aurait pu être très utile pour des amis à qui je travaille depuis un petit moment. S'ils font de l'équipement pour la protection sur les radiations dans des contextes nucléaires, typiquement centrales nucléaires. Ouais, Et eux, ils produisent du coup sur des chaînes de production des équipements personnels, etc., pour justement piloter ça. Et tout ça est piloté par des aires de fabrication qu'on appelle OF. Et ils ont besoin de savoir en fait en temps réel le nombre d'OF qu'ils ont, est-ce qu'ils ont le bon nombre d'équipes à disposition pour produire ces OF-là, est-ce qu'ils ont du retard par du retard, est-ce que le nombre de pièces par OF a bien été produit. Et ça, ils ont besoin de savoir minute après minute et d'afficher en temps réel un écran sur une télé qui est dans l'usine et de voir en temps réel sur chaque ligne de production le nombre d'OF qui arrivent, ceux qui sont en cours, ceux qui sont en retard, etc. Et tout ça, moi, j'avais construit avec du direct query sur Power BI qu'on a actualisé toutes les minutes sur la télé. Mais c'est quelque chose qui aurait été beaucoup plus efficace et beaucoup plus optimisé, ne serait-ce qu'en termes de coût, via du real time. Donc ça, tu vois, ça aurait été l'exemple parfait de se dire, ben, je suis ma production, ma fabrication en temps réel dans une usine et j'affiche ça sur une télé dans mon usine, par exemple. tout à fait. Super. Michael, on arrive à la fin. Déjà, encore merci beaucoup pour nos échanges. Si tu veux donner un petit conseil à des gens qui voudraient tester le real time, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour les... On te demande, te dit, voilà, je suis tout nouveau, moi je veux tester Fabric, tester le real time. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour se lancer là-dedans? Sur Fabric, on a quelque chose d'incroyable qui est le trial qui vous permet d'accéder à une F64 qui vous permet de pratiquer. Et du coup, mon conseil, ce serait vraiment de pratiquer le plus possible cette partie real-time, du coup, idéalement sur une trial pour pouvoir juste se familiariser avec les différents items qu'on a mentionnés. Donc, tout ce qui est event stream, event house, activator, etc. De pratiquer, enfin, vous avez sur Fabric pas mal de sources de données et de démos qui sont disponibles, des données de location, de taxi, même de cours boursiers et tout. Enfin, il y a pas mal de sources de données de tests. Et du coup, mon conseil, si jamais vous vous intéressez à vous former sur le real-time intelligence, pratiquez. On a la F64 de Trial qui est offerte par Fabric. On peut vraiment faire pas mal de choses complètement gratuitement, sans payer Mhm. un seul sou. Donc, mon conseil, vraiment, si on veut monter en compétence là-dessus, c'est juste de pratiquer, pratiquer. Encore une fois, il y a pas mal de ressources qui sont disponibles dans Fabric pour le faire. Et ce sera vraiment mon meilleur conseil pour ce cas-là.
Et moi, je rajouterais un, c'est de suivre Mikaï aussi, parce qu'il en parle quand même pas mal de fois. Il y a beaucoup d'infos sur les nouveautés, etc. Donc, n'hésitez pas à le suivre. On mettra son LinkedIn en description. Il y a Merci aussi Enzo. les communautés respectives, hein. Évidemment, House of Fabric fera partie de vos sources d'information, mais voilà, pour ne citer que le club Power BI et le club Fabric, les gentils développeurs de la data platform sont des sources très inspirantes et très complètes de tout ce qu'on est capable de faire sur Fabric dans le real time. Tout à fait. Mikaï, merci beaucoup en tout cas pour ton temps et ta disponibilité. Avec plaisir Enzo, merci à toi. Et je vous dis à tout le monde à très vite pour le prochain épisode. Et très bonne journée, Mikaï. À bientôt. À toi aussi Enzo, merci. Salut à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode de House of Fabric. On espère que vous avez passé un beau moment parmi nous. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pourquoi pas ne pas le partager avec vos collègues, vos amis ou même votre belle-mère. Qui sait, elle pourrait devenir une experte en fabrique elle aussi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. À bientôt sous le soleil de House of Fabric.